Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce contexte plus que troublé. Vous êtes le porte-parole de la candidate de lutte ouvrière à la présidentielle, Nathalie Arthaud. Un mot d'abord sur l'Ukraine. Est-ce que, à vos yeux, la France fait actuellement tout ce qu'il faut du point de vue de l'accueil des réfugiés comme du point de vue du soutien logistique à l'Ukraine, notamment dans la fourniture d'armes? Là, vous mélangez deux questions. Sur l'accueil des réfugiés, ce qu'on peut voir, c'est heureusement que la France n'a pas eu la même politique avec les Ukrainiens qu'elle a eu avec les Syriens, les Afghans, les Libyens, tous ceux qui ont connu des guerres atroces, abominables. La France pourrait faire bien plus. Et on se rend compte que, oui, nous sommes encore un pays riche et qu'on peut accueillir des populations qui fuient la guerre, qui fuient le désastre. En tout état de cause. Vous voulez dire que la France pourrait faire plus pour les Ukrainiens, pour accueillir des Ukrainiens? Bien sûr. Parce que pour l'instant, on n'a pas connaissance de refus d'accueillir des Ukrainiens. Simplement, tous ne veulent pas forcément venir en France. On a eu quand même connaissance. Ça en a discuté dans les médias où quand vous sortiez de l'Ukraine, mais que vous étiez pas blanc, que vous étiez noir, parce que étudiant d'Afrique, etc., vous étiez refoulé de la même manière que les Syriens ou que les Afghans. Donc oui, là, il y a un accueil de la part des pays européens pour les Ukrainiens. C'est le minimum vital, c'est le minimum humain. Et encore une fois, heureusement qu'il n'y a pas eu la même politique qui a été appliquée aux Ukrainiens que celle qui a été appliquée pour les Syriens et pour les Afghans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, selon vous? Vous dites que c'est le minimum. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Vis-à-vis des Ukrainiens, je sais pas. Je pense que beaucoup de choses sont faites et en tout cas il y a un élan de générosité en France, mais même dans les pays occidentaux. Après pour le conflit, pour la guerre, moi je pense que on ne peut pas compter sur Macron, on ne peut pas compter sur l'OTAN, on ne peut pas compter sur l'Occident pour résoudre cette guerre. Poutine est l'agresseur dans cette guerre, et l'agresseur incontesté et incontestable. Il n'empêche que c'est quand même l'OTAN derrière qui a fabriqué cette poudrière, qui a fabriqué artificiellement les facteurs qui ont fait que Poutine derrière a attaqué, a agressé et envahi aujourd'hui l'Ukraine. C'est une guerre entre brigands qui se fait sur le dos avec la peau de la population ukrainienne. Vous parliez d'Emmanuel Macron, du président à l'instant. Parlons du candidat Macron qui cet après-midi fait le SAV de son programme qu'il a présenté hier pendant 4 longues heures. Il a promis 15 milliards d'euros de baisse d'impôts et visé le plein emploi d'ici 5 ans. Une sorte de discours de mi-mandat en quelque sorte. Qu'en avez-vous retenu et ressenti en quelque sorte? Alors, sur la baisse des impôts, je suis convaincu que s'il est élu, ce seront encore les plus riches qui pourront en bénéficier. Tout ça, c'est des promesses comme les 50 000 embauches d'infirmiers et d'aides-soignants dans les EHPAD. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis 5 ans? Vous dites c'est encore les plus riches qui vont en profiter? Bien sûr. C'est pas ce que disent les chiffres du point de vue. On parle toujours d'une moyenne évidemment des gains de pouvoir d'achat sur le quinquennat 2007-2022. Alors, vous savez, c'est un peu comme la météo, ça. Il y a la température et puis il y a le ressenti. Et je peux vous dire, quand on est un salarié, un ouvrier, un employé, un retraité ou un chômeur, le ressenti, c'est même pas du ressenti, c'est le vécu. C'est un effondrement du pouvoir d'achat. Et d'autant plus quand on voit l'explosion des prix sur le carburant, mais c'est pas que le carburant, c'est l'explosion des prix sur les prix à la consommation dont on a besoin pour vivre. On se focalise sur le carburant parce que on peut pas se restreindre sur le carburant. On est obligé de faire son plein d'essence pour aller travailler. Par contre, quand on va faire ses courses, bah oui, on n'achète plus de la viande, on n'achète plus de poisson, on prend les premiers prix et ça on sait, on est bien obligé de se serrer la ceinture. Non, le pouvoir d'achat, quand on est un travailleur, un chômeur ou un retraité, il s'est effondré. Par contre, de l'autre côté, dans le camp d'en face, quand c'est les actionnaires des grandes du CAC 40, quand c'est les milliardaires, les capitalistes de ces grandes entreprises, écoutez, ça a été une explosion des dividendes, une explosion de la richesse. Il y a encore un petit peu plus de milliardaires qui sont encore plus riches. On a entendu les annonces du candidat, cette fois Emmanuel Macron, sur les retraites, sur le RSA. Est-ce que ça vous fait craindre un mouvement social de contestation si justement c'était appliqué, si justement... Le mouvement social, moi je le crains pas. Je milite pour, je l'espère. C'est la seule voie possible, la seule perspective pour le monde du travail, pour défendre ses intérêts. Effectivement, le candidat Macron a fait hier une déclaration de guerre à l'ensemble du monde du travail.
qu'on soit salarié avec un boulot, qu'on soit en CDI ou intérimaire, travaillant dans le public ou travaillant dans le privé, chômeur, retraité. Il y a une véritable déclaration de guerre. La retraite à 65 ans, on marche sur la tête. Quand on sait que y a des centaines de milliers de jeunes qui attendent d'avoir un travail pour démarrer dans la vie, et qu'il y a des centaines, voire des millions d'anciens qui veulent quitter le boulot parce qu'on n'en peut plus de travailler tellement les charges sont importantes, sont dures. Oui, on marche sur la tête. La retraite à quel âge pour Nathalie Arthaud? Ce sera le mot de la fin. 60 ans avec 37 ans et demi d'annuité, je tiens à le préciser.